Angle d'attaque. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en effet Angle d'attaque qui revient. C'est l'émission hebdomadaire d'ITV qui traite des points d'actualité les plus récents. Rien donc, ni personne n'y échappe. C'est cette déflagration, on peut l'appeler comme ça, que constitue ce minuscule virus qui met la pagaille dans le monde et qu'on n'hésitera pas à qualifier de plus grand défi de l'humanité actuellement. Covid donc a chahuté quasiment tous les secteurs d'activité, en commençant par les transports aériens. Les aéroports sont quasiment à l'arrêt, les avions cloués au sol. La violence du choc est donc inouïe. Nous avons sur ce plateau Monsieur Alassane Ndoye, secrétaire général du SUTAS, c'est le syndicat unique du transport aérien et des activités annexes du Sénégal. Merci donc, M. Ndoye, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Très bien. Et que ce serait donc ennuyeux et insupportable d'habiter dans un pays ou même dans un monde sans activité sportive, sans football, sans des séances de lutte comme chez nous, sans concert, sans cérémonie familiale, sans loisirs et même sans la sacro-sainte prière du vendredi, sans les messes du dimanche. Les esprits donc les plus fertiles en imagination n'auraient donc jamais imaginé ou anticipé ce qui est en train de se passer. Pourtant, ce n'est pas une fiction, c'est bien la réalité. Et dans cette tectonique des plaques, nous avons choisi le cas spécifique des sports qui sont donc anéantis également par Covid-19. Est-ce que les saisons sont terminées? Comment feront les journalistes sportifs? Nous allons recevoir en cela notre confrère à Immédiat, Babacar Ndaoufeye, qui nous donnera sa part de vérité et son ressenti. Merci Babacar d'avoir répondu à notre invitation. Merci Hassan. Très bien, et nous allons revenir à vous tout à l'heure et commençons d'abord par, avant cela, on va rappeler qu'en deuxième partie, nous recevrons le poète Amadou Lamine Sall qui nous dira si oui ou non la beauté, la tendresse et la douceur sont en train tout bonnement de nous quitter en ce bas monde. Merci donc, M. Ndoye, d'être avec nous. L'aéroport Dakar-Blaise Diagne est à l'arrêt. Le mot n'est pas trop fort, il n'y a quasiment plus d'activité là-bas, en dehors des exceptions qui sont mentionnées par le gouvernement. D'abord, a-t-on jamais vu une crise de cette ampleur et de cette violence dans un aéroport au Sénégal? Je vous remercie, Hassan, de me permettre quand même, par le biais de cette tribune, de pouvoir m'exprimer sur quand même un sujet très grave aujourd'hui. Et vous avez bien fait à l'introduction quand même de parler de déflagration au niveau quand même mondial. Parce que d'une épidémie cantonnée à Wuhan, nous sommes passés à une pandémie au niveau mondial. Même après les attentats du 11 septembre 2001, qui est vraiment le choc au niveau des aéroports le plus récent, on n'a pas connu autant de fermetures d'aéroports à travers le monde. On n'a pas connu autant d'avions qui sont cloués aujourd'hui au sol. Et les répercussions au niveau du secteur ont quand même des corrélations au niveau d'autres secteurs tels que le tourisme, tels que l'activité économique et macroéconomique dans tous les pays du monde, et plus particulièrement les pays les moins développés comme les nôtres. Et pour faire restreindre davantage le champ d'intervention au niveau d'AIBD et au niveau de l'activité aéronautique au Sénégal. Vous avez donc de suite sorti une déclaration. Est-ce qu'on peut en avoir l'économie? Qu'est-ce que ça dit? Cette déclaration, déjà, c'était pour magnifier quand même l'acte qui a été posé par l'État du Sénégal, parce que face à une propagation d'un virus tel, il faut mettre en place des mesures afin de préserver la santé des populations. Donc les mesures prises sont des mesures à l'échelle mondiale recommandées par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, à savoir de restreindre quand même les déplacements, parce que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire, comme dit l'adage. Tant que le monde est interconnecté, le Sénégal est un pays où le taux
d'immigrés est assez important. Les mariages mixtes sont assez importants. Les gens vont et viennent. Donc, on importe facilement le virus pour l'amener dans notre pays. Et si on ne prend pas les dispositions, ça peut être quand même une explosion. Parce qu'aujourd'hui, ce virus dépasse même les États développés. Donc, nous devons tout faire pour le contenir. Mais là où, quand même, cette déclaration est intervenue, c'est pour donner des pistes de réflexion. Parce qu'avec ce virus, le secteur le plus touché, c'est d'abord le transport aérien. Et nous avons quand même IATA, qui est l'International Air Transport Association, qui regroupe les compagnies aériennes, qui a déjà émis des recommandations sur ce dont a besoin le secteur du transport aérien pour surmonter cette crise. Et on est encore à mi-chemin quand même de cette crise au niveau mondial et il l'estime à 200 milliards de dollars pour l'industrie du transport aérien. Au niveau de l'aéroport aussi, avec cette crise, avec les réponses qui sont apportées, qui commencent par la fermeture même de notre espace aérien, hormis les vols spéciaux. Donc ce sont les travailleurs qui sont les premiers à être impactés. Parce que, comment je dis les travailleurs, après les avions, les travailleurs qui du jour au lendemain se réveillent quand même avec un aéroport fermé, et nos dispositions législatives au Sénégal ne prévoient pas l'accompagnement nécessaire dans une situation pareille qu'on ne connaissait pas auparavant. C'est ça, je ne vous coupe pas. Les travailleurs, vous les avez mentionnés. Ils sont au nombre de combien qui pourraient être affectés là-bas? Ouais, parce qu'au niveau de l'aéroport, sous les emplois permanents, nous les estimons au minimum à plus de 3500, les emplois directs. Il y a maintenant tout ce qui est connexe, les emplois indirects, parce qu'il y a les tour opérateurs, il y a les hôteliers, il y a les restaurateurs, ce qui fait que quand même c'est des milliers de personnes de la couche sénégalaise qui sont concernées par ces mesures de fermeture d'aéroports. Et vous craignez des pertes d'emplois, des suppressions de postes, tout ça? Avant même les pertes d'emplois, il y a aujourd'hui des pertes de revenus. Parce que malheureusement, sous nos cieux, dans les pays développés comme en France, le chômage partiel est encadré par des textes. On peut fermer un aéroport, mettre les agents au chômage, et il y a 70% du SMIC qui est payé. Au Sénégal, nous avons un article du Code du travail qui parle sommairement du volet chômage technique. Et si tu mets pendant un mois des travailleurs en chômage technique, ils sont chez eux, mais ils n'ont pas de revenus. Donc ce qui fait que cette déclaration a été une anticipation quand même à ce qui se passe aujourd'hui dans certaines structures qui ont décidé d'une manière unilatérale de mettre les travailleurs en chômage technique, alors qu'il y avait des possibilités. Et nous, quand même, étant une organisation responsable, nous lançons des pistes en disant, écoute, les congés annuels peuvent être anticipés, ce qui permettrait à des agents, si la crise se résorbe au bout d'un mois, qu'ils puissent après bénéficier de leurs indemnités de congé. Donc c'est pourquoi nous avons voulu anticiper et alerter l'État du Sénégal. Mais nous ne nous sommes pas focalisés quand même aux travailleurs. Nous avons commencé déjà par les entreprises et les employeurs qui ont besoin d'être soutenus dans une crise pareille parce qu'on ne recrée pas la roue. Aujourd'hui, la crise, elle est ce qu'elle est, mais il y a des pays qui apportent des réponses au niveau du secteur de l'industrie aéronautique. On peut s'en inspirer pour essayer d'alléger quand même cette période très difficile pour tout le monde. C'est ça, et la déclaration que vous avez sortie, on a relevé, vous l'avez mentionné un peu, les congés guidés. En lieu et place du chômage technique partiel ou total. Congés guidés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, je parlais des congés guidés parce que je vais citer quand même un exemple. En Côte d'Ivoire, qui est à côté de nous, donc je pense nous avons eu accédé à nos indépendances d'une manière quand même au niveau des mêmes périodes. Leur disposition prévoit que quand même quand il y a une situation quand même exceptionnelle dans une entreprise, l'employeur peut recourir quand même au chômage technique, mais ça ne peut pas excéder 2 mois et les agents ont 50% du salaire brut garanti. Aujourd'hui, nous, dans nos textes, on prévoit le chômage technique, mais il n'y a pas d'accompagnement financier. Donc, fort de ça, on s'est dit quand même, c'est une crise qui commence quand même dans notre pays avec des réponses qui sont apportées. On privilégie d'abord le fait de les congés guidés parce qu'il y a des agents qui ont toujours un reliquat de congé pour 2019. Certains pour 2020 n'ont rien pris. Aujourd'hui, l'aéroport sera fermé, je pense, lundi. Donc facilement, on peut terminer le mois. Mais du 1er au 18 avril, si ça se résorbe, on peut ouvrir, comme on peut prolonger quand même cette fermeture de notre espace aérien en proposant aux agents de prendre leur congé par anticipation
ça permet quand même à ces agents à qui on demande de rester chez eux, de pouvoir avoir des revenus. Parce qu'on ne peut pas rester chez soi et ne pas avoir quand même les denrées de première nécessité pour vivre avec les membres de sa famille. C'est ça. Et les transporteurs qui sont aux alentours, les taxis et tout ça, les cambistes et tout ça, vous c'est pas votre... Non, mais comme je l'ai dit, il y a les emplois permanents et il y a les emplois indirects. Très bien. Donc, il y a même la restauration, il y a l'hôtellerie, il y a le transport. Tout le monde aujourd'hui est impacté. Tout le monde est dans le même bateau. Et pour les compagnies aériennes, vous demandez le différement du paiement de certaines redevances. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les compagnies, par exemple pour notre compagnie nationale? Donc, pas seulement même pour les compagnies aériennes. Nous sommes quand même une organisation qui réfléchit beaucoup. Nous sommes dans des pays où il n'y a pas beaucoup de ressources sur le plan financier, donc il nous faut être inventif. Ce qu'on a proposé, c'est à l'image aussi de tous les pays, parce que les compagnies nationales, les compagnies aériennes sont soutenues d'abord par leurs États. Air Sénégal, c'est une compagnie qui vient de naître entre 2016 et maintenant. C'est une compagnie qui ne gagne pas d'argent. Ce n'est pas possible, au bout de 3 ans, quand même, d'être bénéficiaire. Avec cette crise, il y a des difficultés pour rembourser les crédits, que ce soit pour la compagnie nationale, pour même les structures qui sont au niveau de la plateforme aéroportuaire. Parce que notre organisation a en son sein quand même le serveur qui s'occupe de la restauration aérienne. Les sociétés de sûreté et de contrôle documentaire sont dans notre organisation. Les compagnies aériennes, les bars, restaurants et free shop. On s'est dit quand même, face à une crise pareille, et vu là, comme vous l'avez dit, la déflagration quand même qui n'était pas prévue, on devrait permettre à ces entreprises de différer par exemple le paiement de leur loyer au niveau du gestionnaire aéroportuaire. Maintenant, ce gestionnaire aussi devra être accompagné par l'État du Sénégal. Une compagnie comme Air Sénégal aujourd'hui, avec ces avions qui sont groundés, c'est un terme quand même, donc qui sont cloués au sol, a besoin de ressources. Les charges patronales, nous, on a suggéré qu'on les reporte, qu'on les diffère, que ce soit ce qu'on doit payer à l'IPRES, à la Caisse de sécurité sociale, au fisc sénégalais, à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le salaire. Ça permettra d'alléger quand même ces entreprises au niveau des contributions patronales, dans un premier temps. Oui, sauf que hier, le ministre de l'économie a dit qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique, c'est pas le moment. C'est son point de vue, mais dans une crise pareille, quand même la réponse, elle doit être urgente. L'aide qu'on doit apporter au secteur, ce n'est pas demain, c'est depuis hier. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien quand même qu'il y ait un fonds constitué avec un budget prévisionnel de 64 milliards. Mais aujourd'hui, la réponse, elle doit être immédiate. Parce qu'à la fin du mois, aujourd'hui, il y aura des conséquences au niveau du secteur informel et de tout le monde, même si on ferme les marchés et tout. Mais quand on demande à quelqu'un de rester chez soi, avec les membres de sa famille, cette personne doit avoir quand même autour de... ou bien même dans sa maison, ce dont il a besoin pour vivre et faire vivre sa famille. On ne peut pas dire, écoute, je te protège du coronavirus, mais tu vas mourir de faim. Ou bien même tu vas être stressé parce que tes enfants n'ont pas de quoi subvenir quand même à leurs besoins primaires. Donc l'urgence quand même de cette aide, c'est maintenant et c'est pas demain ni après-demain. Très bien. Et justement, les travailleurs, on y revient. Il semble que là-bas, sur la plateforme aéroportuaire, les salaires, ça tombe tôt et vite et tout ça, sans problème. Pour ce mois-ci, il n'y a pas de problème pour les salaires. Non, pour ce mois, au moins, nous sommes dans un secteur où quand même les entreprises, souvent, hormis quelques exceptions, quelques rares exceptions, quand même anticipent sur le paiement des salaires quand l'argent est disponible. Mais malheureusement, le salaire aujourd'hui, quand même, un travail ne peut même pas épargner 30 000 après avoir quand même fait face à ces charges locatives, au paiement quand même des denrées de première nécessité. Donc c'est vraiment une période où, aujourd'hui, j'ai vu qu'au Rwanda, par exemple, on a incité les banques même de soulager les prêts des particuliers et des entreprises dans une période donnée. Ils ont mis 50 millions d'euros tout de suite pour alléger quand même les familles, pour alléger les entreprises. Nous, on a émis un vœu, mais on s'en arrête en disant c'est prématuré. Alors qu'aujourd'hui, quand même un avion, si on ferme un aéroport un jour, c'est quand même des centaines de millions qu'on perd. C'est ça.
Et dans votre déclaration, vous avez mentionné la haute autorité, l'ANACIM, l'aviation civile, l'agence, donc 2AS qui s'occupe de l'assistance au sol, l'AS qui gère et exploite l'aéroport, Air Sénégal, la compagnie nationale. Donc, qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui et quel scénario? Vous l'avez brossé un peu. Quel scénario se dessine? Le scénario qui se dessine, c'est vraiment un scénario catastrophe. Donc, parce que j'ai énuméré que des structures telles que l'ANACIM, telles que la haute autorité, parce que ce sont des structures supranationales qui régissent quand même le fonctionnement de l'aéroport en termes de sûreté, de certification et de navigabilité. Ces structures vivent de redevances et les redevances sont payées par les passagers avec leur billet d'avion. C'est-à-dire quand vous achetez votre billet d'avion, il y a des taxes qui sont des taxes redevances passagers qui permettent aussi aux gestionnaires de faire face quand même à certaines charges au niveau quand même de l'aéroport AIBD. Il y a une redevance sûreté que se partagent quand même ces structures pour faire fonctionner et mettre quand même notre aéroport à un niveau optimal en termes de sûreté et de sécurité. S'il n'y a plus de passagers qui viennent, ces structures ne vont plus bénéficier de ces redevances et on peut même avoir des problèmes pour payer quand même les salaires des travailleurs concernés, pour leur fonctionnement entre autres. Donc c'est pourquoi je les ai énumérés et c'est pas fortuit, c'est pour attirer l'attention de l'autorité pour l'urgence de la réponse à apporter quand même dans ce secteur qui est quand même névralgique. C'est ça. Et avant cette crise, l'aéroport ça marchait bien, on vous entendait pas, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, il n'y avait pas de problème là-bas. Non, il y a un aéroport qui a été ouvert le 7 décembre 2017. Ce serait quand même malhonnête de dire qu'il n'y a pas de problème. Mais quand le dialogue social marche en interne, nous essayons toujours de régler nos problèmes en interne. C'est-à-dire qu'on a ouvert difficilement. C'est un bébé qui a été quand même enfanté, comme dit, dans la douleur. Nous avons su faire face pour stabiliser déjà les opérations. Après cette période de stabilisation au niveau de structures telles que le handling et autres, là, nous avons toujours donné nos points de vue avant l'ouverture de cet aéroport, dans le cadre du comité de transfert. Mais on a eu des avancées. On continue aussi de discuter en interne au niveau des entreprises, mais tout n'est pas rose. Parce que cet aéroport, déjà, rien que le fait de l'ouvrir, a eu quand même comme effet immédiat un renchérissement des charges quand même patronales. Parce que c'est un aéroport qui est à 54 km de Dakar. À 54 km de Dakar, avec des charges locatives qui sont plus chères, avec du transport quand même qui est plus cher. Et aujourd'hui, pas mal d'entreprises aussi subventionnent même le repas de leurs travailleurs durant les vacations, ce qui fait que les charges ont explosé et les entreprises aussi ne gagnent pas plus d'argent. Ce n'est que quand même par le biais d'un accroissement de trafic, si jamais le trafic augmente, que ces entreprises-là pourraient amortir les investissements qui ont été consentis en amont pour permettre quand même d'augmenter quand même le nombre de travailleurs et vraiment d'évaluer vers la hausse quand même les rémunérations qui sont dues à ces travailleurs. Il y a aussi d'autres projets qui sont en cours tels que l'habitat social et autres à côté de l'aéroport qui n'est pas encore abouti. C'est ça. Et avant de terminer, vous n'avez pas encore rencontré le ministre de tutelle. Vous souhaitez ou vous demandez à le rencontrer? De toute façon, nous, au niveau de notre organisation, nous n'avons pas de problème pour rencontrer notre ministre de tutelle. On l'a rencontré il y a de cela 1 mois dans le cadre d'une conciliation. Aujourd'hui, l'urgence, donc c'est urgent parce qu'ils sont quand même vraiment très pris par des missions diplomatiques. Il y a aujourd'hui des États qui veulent rapatrier leurs ressortissants. Des autorisations sont demandées, mais nous discutons avec ses collaborateurs. Donc, et une réflexion est aujourd'hui engagée au niveau national. Mais nous, notre point de vue a été pris en compte parce que même cette déclaration qui a été envoyée est arrivée quand même au niveau de notre ministère de tutelle. Je pense que d'ici la semaine prochaine, personnellement, avec quelques-uns de mes collaborateurs, on va aller vers le ministre en personne pour lui faire des suggestions sur comment atténuer quand même cette crise sur le plan économique au niveau du secteur. Donc les heures les plus sombres, on l'a lu quelque part dans la presse, l'aéroport Dakar-Blaise Diagne vit les heures les plus sombres de sa jeune existence. Est-ce que de cette crise-là peut naître une sorte de lumière, d'éclaircie, d'opportunité? Quelles sont les perspectives? Vous savez, donc nous sommes dans un secteur où on n'a pas de solution définitive.
Il y a juste des urgences et il faut s'adapter face à l'urgence. Et le transport aérien est un secteur quand même qui est stratégique, mais qui est très instable. La seule bonne nouvelle quand même au niveau de dans la gestion de cette pandémie, c'est qu'aujourd'hui, le cours du brut a chuté. Donc, qui tourne aujourd'hui autour de $30. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le secteur aéronautique, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais l'urgence est que les compagnies aériennes ont toujours eu des marges très faibles, qui tournent autour de 3%. Et nos compagnies, nos micro-compagnies, nos micro-États sont très faibles. Aujourd'hui, cette crise menace même les compagnies les plus florissantes du monde. Si des avions, quand même, des compagnies, que ce soit comme Lufthansa, comme British Airways, comme Air France KLM, qui aujourd'hui prévoient la suspension de 70 à 80% de leur activité, toutes les compagnies sont menacées. S'il n'y a pas d'aide au niveau des États, il y aura une succession de compagnies qui vont faire faillite. Et ça a commencé avec récemment Flybe, qui est quand même une grande compagnie anglaise qui a déposé le bilan, Air Italy qui a déposé le bilan, à plus forte raison. Nous, nos micro-compagnies qui tournent avec des dizaines d'aéronefs, s'ils n'ont pas la possibilité d'aller et de revenir, un avion, il n'est pas conçu pour rester au sol, ça génère des pertes. Maintenant, si on ferme tout et que les charges quand même en termes de remboursement, les salaires, les loyers au niveau de AIBD sont maintenus, ce sont des compagnies qui, logiquement, vont aller vers le dépôt de bilan. Et après, on va, comme on sait toujours faire dire, on va recapitaliser, on va réorienter et perdre du temps. Merci beaucoup, M. Alassane. On était content d'entendre vos réponses. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis, quand même, par le biais de cette tribune, de m'exprimer. Et je profite aussi, avant de finir, pour remercier quand même les agents de l'aéroport. Parce que quand même, durant cette crise, ils ont toujours fait face, avec tout le professionnalisme requis. Les premiers menacés, ce sont les agents de sûreté qui reçoivent les clients avant d'accéder au comptoir d'enregistrement. Les agents commerciaux, les personnels navigants, tout le monde quand même a été très professionnel et nous remercions le bon Dieu jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas un agent infecté par le virus. Donc jusqu'à ce que les mesures entrent en vigueur lundi, on espère que tout le monde rentrera sain et sauf à la maison et que l'État aussi nous accompagnera dans l'urgence au niveau de toutes les entreprises du secteur. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci donc Babacar également. On vous reçoit journaliste sportif à Immédiat. Donc, chez vous également, il n'y a plus matière. Que faut-il faire? Est-ce que vous allez changer de desk en vous taquinant un peu en ce moment ou qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà de suivre comment le virus va évoluer. Et c'est triste à dire, mais la grande équation, elle est valable pour tout le monde aujourd'hui. C'est que tu as beau regarder, quel que soit le secteur, en fait, il y a un grand point d'interrogation qui subsiste, en fait. On ne sait pas. C'est ça la grande équation aujourd'hui à l'heure actuelle. Et autant c'est valable pour le secteur aéronautique, c'est également le cas pour le secteur du sport. Tout le monde aujourd'hui est suspendu un peu à la science et à la santé pour voir un peu comment ça va évoluer parce que autant pour le sport que pour les autres secteurs d'activité, les conséquences seront forcément énormes. C'est ça. Est-ce que les journalistes sportifs auront assez de capacité d'adaptation? Comment est-ce qu'ils doivent Ils ont intérêt s'ajuster pour dépasser ou traverser un peu l'orage? Ils ont intérêt. Hein. Bon, le constat également, c'est que même au-delà de la presse sportive de façon générale, aujourd'hui, si tu remarques, c'est presque toute la presse aujourd'hui est focus sur le coronavirus. Tu ouvres jusqu'aux pages, si on prend l'exemple de l'Italie qui est fortement touchée, jusqu'aux pages de nécrologie, pratiquement tous les décès sont des cas de coronavirus. Donc l'économie, le sport, tout tourne autour de ça. Et si on fait focus sur la presse sportive, aujourd'hui, pratiquement toute l'actualité tourne autour de ça. Ce sont d'abord les joueurs qui sont touchés, les sportifs de très haut niveau. Ça permet de pointer un visage sur les victimes parce qu'il n'y a pas que des anonymes, c'est vrai. C'est ça. Voilà, on va y revenir sur ça. Il y avait une petite question vers la fin. Donc pour le football et la ligue professionnelle ici au Sénégal, comment on peut amortir le choc et quelle doit être
la place et le rôle de la fédération sénégalaise, par exemple? Alors, la Ligue de football était déjà malade avant, avant l'arrivée du coronavirus. Ce serait quand même malhonnête d'accuser ce virus de tous les maux dont souffre le football sénégalais. Le football local, en tout cas, était déjà malade. On se souvient que l'année dernière, déjà, il y avait de gros soucis financiers. Un partenariat qui était arrivé à son terme et celui qui devait le remplacer n'avait pas finalement abouti. Donc sur le plan financier, c'était déjà très, très compliqué pour les clubs qui sont la base du football. La ligue professionnelle ne l'était que de nom parce que tous les clubs vivotaient en quelque sorte. On l'a vu, le vainqueur de la Coupe nationale n'avait pas pu faire les préliminaires des compétitions africaines parce qu'ils n'avaient pas pu boucler le budget qu'il fallait pour y aller. Donc c'était déjà très difficile. Alors si on y ajoute cette crise, ça ne fait qu'empirer. Et on va dire oui, la fédération la fédération a peut-être la chance de sortir de 2-3 années assez glorieuses avec une participation en Coupe du Monde, avec une finale de Coupe d'Afrique. Ça génère des revenus, mais c'est très, 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 très infime par rapport aux réels besoins du secteur. C'est ça. On va prendre l'exemple spécifique de Mbour Petite Côte. On a lu son président dans la presse. Cette équipe de Mbour a des partenaires italiens, si je ne m'abuse. Donc, l'Italie qui est dans la situation que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas, si ça continue un peu, risque de dépôt de bilan pour ce genre d'équipe de football? Alors, Mbour Petite Côte a débuté cette année avec un staff italien. Ils ont eu des partenaires italiens, mais aujourd'hui, quand on sait que l'Italie est devenue le pays le plus touché au monde, même devant la Chine, c'est-à-dire que sur le plan, ce partenariat en tout cas a des ailes très 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 légères aujourd'hui parce que ce qui se passe va forcément impacter sur en tout cas ce type de partenariat. Maintenant, la suite c'est que même au plan local, c'est-à-dire c'est des clubs qui vivotent de façon générale, donc c'est une situation qui ne fait que perdurer pour eux. Après, si la crise perdure, ces clubs-là vont, comme toutes les autres entreprises, vont subir cette crise de plein fouet. Et c'est presque, en fait, la différence par rapport aux clubs européens, c'est que ces clubs européens font tourner une réelle économie. Ce n'est pas le cas ici chez nous. C'est ça. Les arènes sénégalaises, la lutte qui était déjà, elle aussi, dans une crise assez aiguë, est-ce qu'on peut dire que c'est la saison blanche? On y est presque, parce que déjà, en principe, la saison ouvre entre octobre et novembre, de façon générale. Aujourd'hui, on est au mois de mars, il n'y a pas encore de combat d'envergure. Et si le combat le plus proche, c'était Papa Sow Siteu, encore que ce n'était pas le combat du siècle, mais c'était vraiment la seule grande affiche à l'horizon. Aujourd'hui, si elle est reportée ou si elle est décalée de quelques semaines, de quelques mois, on ne sait pas encore, mais on risque d'avoir encore une saison où on ne parle même pas de saison blanche des lutteurs, mais de saison blanche de la lutte sénégalaise de façon globale. On n'y est pas loin. C'est ça. Ailleurs également, en Europe, par exemple, les championnats européens, c'est presque terminé. Est-ce qu'on peut anticiper en disant que c'est terminé en Espagne, en Italie, en Angleterre et tout ça, et que le week-end, on n'aura plus le droit ou la chance de regarder les compétitions? Sur ce plan, ce qu'on peut dire, c'est que les instances sont en train de réfléchir à la meilleure formule. La meilleure formule, c'est justement d'éviter d'aller à une saison où vraiment ce serait terminé en mars, ce serait catastrophique, autant sur le plan économique que sur le plan social. En Europe, quand
connaît le poids du sport en Europe. Aujourd'hui, la tendance, c'est de dire que pour les compétitions telles que la Ligue des Champions, on va peut-être aller vers une annulation de l'année. Mais pour les championnats, la tendance, c'est d'aller à un report de quelques semaines, voire de quelques mois en fonction de la durée de la crise. Et ensuite, ça aura un effet domino parce qu'il y avait en fin de saison de grandes compétitions qui étaient prévues. C'est le cas de l'Euro, c'est le cas des Jeux Olympiques. Si ces grandes compétitions qui exigent une très grande logistique, une très grande organisation sont encore décalées, les championnats peuvent aller à terme, même si ce sera avec un report de 2 mois, de 3 mois. Pour les grands championnats, déjà on est à plus de 20 journées, ça veut dire qu'on a dépassé la première partie. Donc ce qui reste à jouer, même en comprimant, puisque eux, ils ont la capacité d'organiser en ayant plusieurs stades, donc de gérer sur le temps. Il suffit juste, si on supprime par exemple la Ligue des Champions, on a la possibilité d'avoir plusieurs cases qui étaient vides et qui peuvent être réutilisées. Et la chance pour eux, c'est surtout de pouvoir jongler un peu sur le temps en fonction de la fin de la crise. Ce qui est estimé en quelque sorte, si on tourne en prenant l'exemple de la Chine aujourd'hui, ils se disent en Europe qu'au plus tard, en fin avril, on pourra récupérer ce qu'il faut dans le football. Et autant pour les championnats nationaux que pour les coupes nationales, où pour la plupart des pays, on en a été presque au stade des demi-finales. Donc en demi-finale, finale, c'est facilement gérable. La grande équation, c'est surtout les compétitions internationales, c'est-à-dire la Ligue des Champions, l'Europa League, et probablement l'Euro qui viendra après. Et également, en fait, les états de forme des joueurs, ça c'est très important. Une très grande équation parce que, comme on le dit, rien ne remplace la compétition, rien ne remplace l'entraînement de tous les jours. Si aujourd'hui les joueurs sont confinés chez eux, ils ne peuvent pas avoir le même état de forme requis, c'est un véritable problème. C'est ça, vous l'avez mentionné, donc pas de Coupe d'Europe dans l'immédiat, pas de Copa, la CHAN ici en Afrique, tout ça, ça a été renvoyé. Est-ce qu'il y a menace sur les Jeux Olympiques et sur les JOJ qui doivent avoir lieu ici à Dakar, mais c'est pas tout de suite quoi? Pour les Jeux Olympiques, la menace est réelle parce qu'il faut le dire, c'est une compétition qui exige une très grande organisation. Elle était prévue entre juin et juillet. Si la tendance évolue comme ça avec toutes les charges sur le plan économique, sur le plan organisationnel, on va très certainement vers un report. Et la tendance aujourd'hui, en tout cas, ça se discute au niveau du comité olympique. Ce serait peut-être, en tout cas, c'est envisagé un report pour l'année 2021, puisque c'est une compétition qui se déroule tous les 4 ans. Décaler d'une année, ça peut ne pas avoir de grandes incidences plutôt qu'annuler, parce qu'annuler implique de très grandes charges sur le plan économique. C'est ça. 2 petites questions avant de terminer. Vous l'avez anticipé tout à l'heure, il y a des joueurs comme Blaise Matuidi et d'autres dans le basket et tout ça qui ont eu la maladie. Donc, la forme physique, ça n'empêche pas d'avoir le virus. Hein. Parfaitement. Le virus, en tout cas, est aujourd'hui très démocratique. Il ne choisit pas les riches, les pauvres. C'est un virus qui touche tout le monde. Et ce qui est bien, entre guillemets, c'est surtout avec la portée que les sportifs de haut niveau ont. Quand on parle de Kevin Durant, de Blaise Matuidi, c'est des joueurs qui sont très suivis, que ce soit en basket, en football. Ça peut faciliter quelque part la sensibilisation, que chacun puisse savoir qu'il y a plein de porteurs sains qui sont peut-être qui peuvent être en circulation et qu'on peut être en très bonne santé et choper malheureusement le virus. Et c'est le cas pour plusieurs dizaines de sportifs aujourd'hui. C'est ça. On a également vu hier ici le ministre des Sports monter au créneau juste après le ministre de la Santé pour appeler les sportifs à s'impliquer davantage. D'abord, est-ce qu'ils ont les outils, les sportifs pour sensibiliser? Le seul outil, c'est surtout peut-être la communication. Et ce qui est triste aujourd'hui à dire, c'est que malheureusement, on est dans un monde où les gens écoutent davantage les sportifs que les médecins. Quand on voit ce qui se passe en Europe, quand les médecins disent aux gens « restez chez vous pour vous sauver », les gens ont du mal à
à respecter les consignes, à écouter. On en est à espérer que quand les sportifs leur diront nous sommes nous vivons peut-être dans l'opulence, mais ça ne nous empêche pas d'être touchés. Donc, si on vous demande de rester chez vous, peut-être que ça aura un plus large impact. C'est ça. Toute dernière question. Dans la Rome antique, par exemple, on disait que le pain, les jeux, c'était utile pour calmer un peu les mœurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer de jeux, de compétitions, de football, de sport? C'est possible? Je ne crois pas, difficilement. L'industrie, au-delà du sport même, l'industrie des loisirs, c'est aujourd'hui l'un des très grands secteurs qui font tourner le monde. Quand on voit les sommes mirifiques qui sont évoquées, on se rend compte que, imagine pour un match à huis clos qu'on impose au Paris Saint-Germain, c'est des pertes à l'ordre de 6 millions d'euros. C'est presque... Merci beaucoup Babacar, on était absolument content de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup Alassane. Merci et nous allons remercier une seconde fois Alassane d'être venu également. Merci beaucoup Alassane. Merci et très bon week-end. Donc l'émission n'est pas terminée, on va recevoir dans un instant le poète Amadou Lamine Sall pour des questions relativement décalées. À tout de suite. Angle d'attaque. Voilà, donc c'est l'ultime partie de cette émission sous forme d'entretien avec monsieur Amadou Lamine Sall, poète héritier du président Senghor. Senghor, c'est l'éternel mentor. D'abord, bonjour ou bonsoir, monsieur Sall. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Senghor, c'est l'éternel mentor pour vous? Oui, il sera l'éternel mentor. Et je crois qu'il n'est pas le mentor d'Amadou Lamine Sall seul. Il est notre mentor à tous, et au-delà de notre frontière. Bref, c'est un patrimoine. Très bien. Alors, comment est-ce que va le monde du point de vue des poètes aujourd'hui? D'ailleurs, Alioune Badara Bey, que vous connaissez, appelle les poètes les guetteurs d'aurore. De votre échelle, comment est-ce que se porte le monde actuellement à l'heure de la maladie que l'on sait? Les poètes me se portent bien. Le monde me se porte mal. Pourquoi? Le monde s'est toujours porté mal, avant même le Covid-19. Nous avons cessé de rêver. Nous avons cessé de marcher en levant la tête pour voir si dans le ciel il y a une étoile. Nous avons cessé de regarder les fleurs. Nous avons cessé de nous attendrir devant la misère et la pauvreté. Donc le monde va mal. Et ce qui nous arrive aujourd'hui ne m'étonne pas particulièrement. Le monde s'est arrêté, mais la nature continue de vivre. Les oiseaux volent toujours. Les oiseaux font leur nid toujours. Le soleil se lève, la nuit se couche. Les herbes poussent. Mais ce sont les hommes qui se sont arrêtés. Nous assistons à une vengeance, mais de la nature sur l'homme. Et justement, les poètes dont vous faites partie, donc, ont souvent été taxés de doux rêveurs et qu'ils sont tout le temps en apesanteur. Vous savez, on en a toujours voulu aux poètes. Depuis les Grecs, vous connaissez cette fameuse citation que les poètes, il faut les sortir de la cité, il faut les brûler. C'est un poète qui a inventé le Sénégal moderne. C'est un poète qui a donné l'indépendance à ce pays. C'est un poète qui a bâti les institutions du Sénégal. C'est un poète qui, au-delà de la République, a bâti une nation. C'est un poète qui, dans la fraternité, a fait de sorte que chrétiens et musulmans vivent dans la paix. Bref,
Quand on parle du Sénégal, on parle de Senghor, on parle d'un poète. Ce poète n'était pas seulement un rêveur. Et finalement, qu'est-ce que c'est que les rêves? C'est vouloir autre chose que le présent. Et vouloir autre chose que le présent, mais c'est bâtir. Voilà. Et en ces temps donc de Covid-19, que vous inspirent les notions suivantes? La beauté, vous l'avez un peu anticipé, l'harmonie également, la paix intérieure et même l'espérance. Qu'est-ce que ça vous dit? Mais vous savez, mon cher ami, j'ai toujours pensé que la poésie était un poste budgétaire très important dans la marche de l'humanité. Nous avons besoin de la beauté, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la tendresse, nous avons besoin d'un regard apaisé sur nous et d'un regard apaisé sur l'autre. Nous avons besoin de générosité. Et ce monde aujourd'hui manque de tout cela. Il n'y a que le matérialisme, il n'y a que le luxe, il n'y a que l'étalage des richesses. Nous devons revenir à l'essentiel, mais c'est-à-dire le rêve, la pensée, la connaissance. Voilà, c'est ça. Donc, le matérialisme, c'est ce que les autres appelaient la célébration du veau d'or, comme au temps de Moïse. C'est ça. La maladie, l'angoisse, le désarroi, est-ce que ça renvoie à quoi? C'est la laideur. La laideur, ça ne vous intéresse pas, la laideur? Non, mais c'est la laideur du monde. Le monde est laid. Non seulement il est laid, mais il est cruel. Il est vaniteux. Et nous avons besoin de la beauté pour nous guérir. La guérison, mais c'est l'amour. Et l'amour, c'est la beauté. Et la beauté, c'est la poésie. Nous avons besoin, mais de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la nature. L'essentiel, c'est une mutualité entre les peuples, entre tous. L'Afrique est un grand continent. Nous avons de très belles cultures, mais qui font que nous avons une vie de chant, une vie de danse, une vie de beauté, mais l'Afrique s'est délavée. Nos cultures se sont délavées. Nous sommes délavés. Nous devons redevenir nous-mêmes. Très bien. Et vous avez employé le mot guérir tout à l'heure. Il y a la maladie, les virus, donc il y a également la rémission, la guérison. Est-ce que la poésie peut être appréhendée comme aujourd'hui un médicament, une panacée, un remède, une sorte d'épiphanie? Mais la poésie a toujours été un remède. La poésie a toujours été un refuge. Regardez la poésie orale, la poésie dans nos traditions africaines. Le griot, il apaisait, il apportait la joie, et même dans les guerres. Mais ce sont les poètes, mais qui devançaient les armées et qui chantaient pour que les guerriers et que les soldats n'aient pas peur, pour qu'ils puissent affronter l'ennemi, pour qu'ils soient dignes. La poésie a toujours donné au monde mais la beauté, la dignité, l'amour et la gloire. Voilà, avec toujours le virus, donc il n'y a plus de concerts, pas de spectacles, pas de vernissage d'exposition, les mémorials que vous aimez tant, les monuments, les musées et même les bibliothèques sont fermés et désaffectés. Donc la culture, ça cède la place avec le virus. Ça, c'est un désastre. Hein? Je crois que rien ne cède la place à rien. Je crois que le coronavirus nous apporte une pause. Mais c'est une pause pour que l'homme
pense à lui-même. Pour que l'homme ait le temps de se rendre compte qu'il était sur un chemin perdu. Le temps que nous avons maintenant pour lire, pour regarder nos enfants, pour regarder notre épouse, pour penser le monde, parce que nous avons peur. Mais ce temps que la maladie a apporté et qui nous permet de rester avec nous-mêmes, mais ce temps va générer demain, quand ce virus va disparaître, un autre temps du monde. Et c'est ce temps du monde qui a toujours été pensé par le poète. Mais ce poète, mais que personne n'écoutait. Très bien. Est-ce que les artistes, les hommes de culture, de façon générale, devront se mobiliser pour, par exemple, dire, comme avait dit le grand pape, le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur? Ou est-ce que les hommes de culture devront, et les artistes devront se cantonner à donner de l'argent? Oui, ceux qui ont de l'argent, ils ne sont pas nombreux, mais ils peuvent en donner. Mais le plus important, ce n'est pas peut-être l'argent, mais le plus important, c'est cette communion avec tous les peuples du monde, avec le peuple sénégalais. Il faut lever la voix. Il faut aider ce peuple souvent indiscipliné à être plus discipliné, à être beaucoup plus conscient, mais du danger. Les artistes ont un très grand rôle. Et vous verrez, quand ce coronavirus va passer, il y aura une explosion culturelle, des créations telles que vous aurez du mal à vous l'imaginer. Et donc, l'argent n'est pas le plus important. Il est important, mais il n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est la voix. Il faut que la voix porte et que nous puissions contribuer à l'apaisement pour que les gens aient moins peur. Très bien. Victor Hugo, par exemple, a dit que le mot est un être vivant. Nietzsche, lui, a dit que chaque mot est un préjugé. Dans ce contexte, les mots sont très, très importants et il faut sortir les jolis mots. Hein. Mon cher ami, Ouais. le mot dont vous parlez n'est rien d'autre que le verbe. Et le verbe était au commencement. Donc, nous devons reprendre ce verbe, sans jamais oublier Dieu. Nous devons garder notre foi, parce que notre foi est plus forte que la peur. Elle est plus forte que tout. Le Seigneur, pour le moment, semble avoir pris des vacances. On ne sait même plus dans quel pays il est. Mais c'est à nous de nous prendre en charge avec notre foi et nous dire que ce temps du monde va passer et que d'autres temps du monde vont arriver, beaucoup plus cruels que ce que nous sommes en train de vivre. Il nous faut préparer l'avenir. Il faut préparer nos enfants à ce demain, mais qui verra encore d'autres virus beaucoup plus cruels. Il faut que les États comprennent qu'il faut des investissements dans la recherche. À quoi cela sert-il aujourd'hui pour les grandes puissances d'avoir investi dans le nucléaire, avec des missiles nucléaires? Où sont leurs missiles? Où sont les taux de croissance? Où est l'économie? Il faut investir dans la recherche universitaire, dans la recherche scientifique. Voilà l'avenir. Et nous devons également y penser. Très bien. Et investir également chez les écrivains, les artistes, les poètes, ceux qui précèdent l'avenir. Voilà, c'est ça. Avant de terminer, avant, avec l'omniprésence de la religion, on parlait de salut. Avec les évolutions, la laïcité, la science, la technique, etc., on parle maintenant de santé. Entre le mot salut et la santé, lequel vous allez choisir? Le salut, je suis un croyant. Le salut, mais c'est Dieu. On laisse entre les mains de Dieu, mais le salut. Mais c'est-à-dire
notre destin, ce que nous vivons au présent comme ce que nous allons vivre au futur. On le laisse entre les mains de Dieu. La santé, c'est à nous de la prendre en charge. Il appartient à nos États de s'organiser et d'investir dans la santé, comme ils doivent investir dans l'éducation et la formation. Parce que sans éducation, nous ne pouvons pas parler de santé. C'est-à-dire d'une prise en conscience de ce que nous devons faire pour être des hommes et des femmes sains. La santé est fondamentale. Un État, une nation sans éducation, une nation sans système de santé est une nation morte. Nous devons donc revoir nos investissements, faire de sorte que notre pétrole et notre gaz devancent l'avenir et nous construisent un système de santé et un système éducatif et des stratégies culturelles et artistiques, mais qui feront que demain, nos enfants seront de beaux enfants. Très bien. Les Écritures saintes aussi. Il y a une phrase ici qu'on a relevée. Mon Dieu, m'as-tu abandonné? Ailleurs, quelqu'un a écrit, l'erreur est humaine, mais l'être humain risque également de devenir une erreur si il persiste à saccager la planète. Donc, vous l'avez anticipé tout à l'heure, tout ce qui se passe, c'est de notre faute. Hein. Dieu nous a tout donné. Il nous a d'abord créés. Il nous a tout donné. Et nous devons laisser Dieu tranquille. Il doit aussi se reposer. Mais c'est à nous de prendre notre vie en charge. C'est à nous de prendre notre destin en charge. Mais surtout que Dieu nous a donné le Coran. Dieu, il nous a donné la Bible. Dieu nous a donné les grands livres. Et ces grands livres, mon cher ami, ne dit-on pas que ces grands livres, la Bible et le Coran, sont les plus grands livres de poésie au monde. La poésie commence par le Coran. La poésie commence par les Bibles. Mais ce sont ces grands livres, mais qui contiennent le Verbe. Mais ce Verbe qui est sauveur. Ce Verbe qui est notre salut. Et c'est à nous maintenant, mais de laisser Dieu tranquille. Il faut le laisser prendre un peu des vacances. Et il faut qu'on s'assume. Il faut que les peuples s'assument face à leurs dirigeants. Et il faut que les dirigeants, enfin, prennent conscience que notre avenir est entre leurs mains. Et je crois qu'ensemble, nous pourrions inventer un monde meilleur. C'est ça. Le monde, donc, Dostoïevski, c'est la toute dernière question. Grand écrivain russe, s'il en est. La beauté sauvera le monde, a-t-il dit. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter ou retrancher à ça? J'ai beaucoup lu Dostoïevski, mais la beauté, c'est tout. La beauté résume tout. La poésie, c'est la beauté. La poésie, c'est la parole humaine, quand l'homme en use pour le culte du beau. Et le beau ne peut naître que de l'amour. Et c'est l'amour qui a inventé l'homme. C'est l'amour qui m'a inventé. C'est l'amour qui vous a inventé. Nous ne devons jamais oublier que c'est l'amour et la beauté qui nous ont inventés. C'est la beauté qui nous a inventés. Nous devons donc prendre soin de cette beauté du monde, de cette beauté qui nous a donné vie, la rencontre de nos papas et de nos mamans. Pour s'en arrêter là. Cette rencontre nous a donné vie. Cette rencontre nous a amenés au monde. Et c'est une rencontre de beauté. C'est une rencontre d'amour. Donc, la beauté est l'avenir du monde. Merci beaucoup, M. Sall. On était fiers de vous recevoir aujourd'hui. Mais c'est moi qui vous remercie.
Très bien. Donc l'émission est terminée. Nous allons remercier toute l'équipe technique qui est là aujourd'hui avec Massamba Mboup. Nous allons également remercier la Maison de la Presse qui nous accueille ici en son bel auditorium. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine. Bonsoir. Angle d'attaque.